Bonjour et bienvenue à tous à cet nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres, ce balado à saveur culturelle qui se concentre sur une année précise de notre passé. Cette semaine, à l'aide de nos collaborateurs Seth the Red ainsi que JP, nous allons parcourir l'année 1975 avec vous, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, je vais débuter pour dire comme d'habitude, faire un petit tour de table, voir comment vous allez et tout. Donc, je vais commencer avec JP. Alors, comment tu vas, JP, aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci, super bien. Écoute, 2 heures de retard. Les gens à la maison, il n'y a absolument pas de problème. Vous venez d'arriver, il n'y a pas de problème. Eux autres, ça fait 2h30, ils sont en tabarnak contre moi. Donc, je suis vraiment désolé pour ce retard parce qu'on vient de... on revient, d'un party de staff et tout, de ma conjointe. Donc, voilà. Puis en plus, aujourd'hui, on a la chance, pour la première fois, de travailler live avec le Zoom PodTrack P8. En passant, Zoom, si vous voulez nous subventionner, n'hésitez pas. Donc, c'est un excellent truc pour faire du live. Donc là, c'est le premier épisode qu'on fait, donc en espérant que ça va être bon. Donc là, l'introduction s'est bien passée, supposément, parce que là, mon frère doit me dire si ça s'est bien passé ou non. Puis, donc c'est ça. Bref, tout ça pour dire que ça va. Sinon, JP, qu'est-ce que ça va bien ce week-end? Ouais, ben écoute, petit week-end aujourd'hui, dimanche, petite neige, première neige de l'année, je sais pas pour Oui, ça a sûrement... commencé tôt quand même, oui. On va mettre ton retard sur la neige. On va dire que tu as été pogné dans de la neige, mais non, c'est quand même oui, pas ben, mon excuse, pour vrai, oui, il y a même une ou deux fois que j'aurais pu foncer dans les chars. Là, je faisais un petit peu de téméraire tantôt. Il y en a pour de vrai. Mais bon. Oui, ben absolument. Puis sinon, comme d'habitude, hein, quelqu'un en 1975 qui est né ou décédé que t'aimes ou t'as choisi, pourquoi? Ben écoute, on a du choix quand même, hein. 1975, si je regarde au niveau des naissances, j'ai fait un petit choix. Laurent Deutsch, je ne sais pas si vous connaissez. Non, Laurent Deutsch. Acteur français que tu as sûrement connu dans Les Intrépides. Si tu as couru, À court, on est toujours présent. Exactement. Si tu as des ennuis, en 2, 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours vivant, tout. Et ici Tom et Julie, c'est nous les intrépides. OK, excuse-moi, mon Dieu. Continue, JP. Ben non, écoute, je suis content, je t'ai ramené dans ton enfance. En plus, moi, j'ai adoré Les Intrépides. Ben oui. Puis Dutch, j'ai adoré le revoir également dans la série Camelot, où est-ce qu'ils ont un interprète burgonde. Écoute, il est drôle, là. Il est drôle. Burgonde. Super bon acteur, écrivain aussi. Je l'ai appris tout à l'heure, justement, en parlant avec Ced. Pris le temps de regarder un peu. Oh, on a eu le temps en masse. Hein? Oui, c'est ça. Vous avez eu 2 heures, ouais. Oui, ben on a eu le temps de parler, là. Écoute, je connais même son signe astrologique. Bon, mais c'est parfait, ça. Écoute, ça fait des rapprochements. C'est parfait, on aime ça. Mais non, ça a été pour les rares fois que j'ai choisi quelqu'un de vivant. Écoute, 1975, il y a beaucoup de choix. J'espère que vous avez pris le temps de la regarder, mais c'est juste pour retourner en enfance aujourd'hui. Laurent Deutsch, acteur dans Les Intrépides qu'on a connus quand on était jeune. Je l'ai revu dans Camelot. Il a fait d'autres choses, mais il est plus souvent dans le théâtre maintenant. Il n'a pas fait aussi Les Ripoux, je crois, un film il y a peut-être une dizaine d'années environ. Oui, les Ripoux, OK. Parce que pendant 2 secondes, je me souvenais plus si c'était Thomas ou c'était finalement Tran, là, celui qui était « Hey, il faut m'écouter, hein? Il faut m'écouter, les enfants. Il faut pas faire des conneries, hein? » Excuse-moi, je pensais que c'était lui. Ça m'a fait rire. Ah, ben, c'est parfait, c'est good. Sinon, côté Long Beach, on se transfère. Vous, est-ce qu'il neige, Seth, par chez vous? Ouais, je pensais qu'on parlait plus de météo pour qu'on soit intemporel. Alors, moi, ici, il fait 45 degrés. Et il neige à Québec. Alors, ça, on couvre toute l'année. Oui, c'est ça. Essayez de découvrir, on est quel mois. Ouais. Non, sinon... Alors, n'oublie pas, oui. Si tu as des soucis, besoin d'un ami, il suffit d'un appel pour que tout devienne limpide avec les Intrépides. C'est malade. Wow. Oui, alors moi, j'ai décidé justement, pour essayer d'être intemporel, je me suis dit, à chaque début de podcast, je vais vous dire comment je me sens avec une des couleurs de Benjamin Moores. OK. Alors aujourd'hui, je crois que je suis ardoise cannelle. Ardoise cannelle? Ouais. Il y a du rouge là-dedans, c'est ça? J'ai hésité entre ardoise cannelle et pain solitaire. Mais comme hier, je suis sorti avec du monde. Il n'y avait pas une compagnie de peinture un peu plus québécoise? Sico. Sico, par c'était des bonnes pubs. Hein? On s'en souvient? Ouais. Non, par référence à comment ça s'appelle Tico. Oui, Tico par-ci. Avec, comment ça s'appelle? Tico par là. Lobotomisé. Pas lobotomisé, mais choc électrique dans la tête, électro. En tout cas. Oui, OK. Alors, oui, c'est ça.
concept intéressant. Alors oui, c'est ça. Tout est Oui, très ça va bien. concis en ce moment, oui. Donc, c'était qui la personne de 75, né ou décédé? Oui, moi j'ai décidé de parler de Yannick Nézet-Séguin, né en Oui. 1975 à Montréal, qui est un grand chef d'orchestre de renommée mondiale. Il est le directeur artistique de l'Orchestre métropolitain depuis 2000. Il a aussi dirigé le Rotterdam Philharmonic et dirige aujourd'hui le Philadelphia Orchestra. Depuis 2018, il est le directeur musical du Metropolitan Opera de New York. Et il est reconnu pour son énergie, son expressivité et ses nombreuses distinctions internationales. Non, c'est ça, ça a l'air vraiment d'être un bon gars. Yannick, alors c'est ça, il est né en 1975, alors je voulais parler rapidement de lui. Bon, mais c'est parfait, merci beaucoup. Puis moi, je viens de découvrir, parce que justement, bien sûr, je me suis dit quelle personne née ou décédée en 1975 j'ai vu la personne, écoutez, bien sûrement que ça ne va pas vous dire grand-chose, Nathalie Imbruglia. Imbruglia, oui. Ben oui, elle était belle, hein? Oui, C'est une ben chanteuse, oui, hein? née le 4 février 1975, qui a fait, pour vrai, là, je trouve que cette chanson-là, Torn, qu'elle a sorti, je crois, peut-être en 96, de quoi de même, 97. C'est une des plus belles tunes pop que j'ai jamais eues. Je l'écoute encore en ce moment, elle me fait capoter. Donc, je voulais juste dire un C'est beau quoi encore le Torn? Je me souviens. This is how I feel, the bone and I am changed, now I'm naked on the floor. News will never change into something real. Voilà. Hey, écoute, déjà là, j'ai le goût de la chanter. Perfect. Puis c'est ça, elle est née de parents italiens et lipari. Voyons, excuse-moi. De parents italiens et australiens. Donc, c'est ça. Sinon, elle a été pas mal. Je présume qu'elle continue encore à faire des spectacles. Je l'avais vu sur Internet il n'y a pas longtemps faire une chanson, mais c'est sûr que ça a été sa plus grande tune très fort aussi. Donc, voilà, Nathalie Imbruglia, qui est née en 1975. Donc, j'espère que vous êtes prêts à la maison, hein, et aussi chez vous, JP et Ced, pour starter cette année-là, 1975. Est-ce que vous êtes prêts? Et pour la première fois, directement en live, comme ça, on était dans un show. Est-ce que vous êtes prêts à aller au segment événement marquant? 1975. Oui, toi, il faudrait des bruits de foule, genre... oui, attends une minute. Comme ça, ici. C'était-tu bon, ça? La foule est en délire. C'est une petite foule. Allez, on commence ça. La misère à trouver la fin. Et alors oui, c'est maintenant les événements marquants de 1975. Commençons le 11 février avec l'élection de Margaret Thatcher à la tête du Parti conservateur britannique. Elle devient la première femme à diriger un grand parti politique au Royaume-Uni. Margaret Thatcher, si je me souviens bien, c'est celle qu'on disait qu'elle avait une main dans un gant de fer. C'est la dame de fer, son surnom. Une main de fer dans un gant de velours. Ouais. Alors, le 4 avril aussi, l'échec de la mission Soyouz, la mission spatiale rencontre une défaillance lors de l'ascension. Les cosmonautes survivent, mais la mission échoue. Sais-tu pourquoi ça s'appelle ça n'a pas marché? Parce qu'elle était trop Soyouzed. Oh! Moi, j'allais faire une joke avec la sauce soya, mais c'était peut-être meilleur la tienne. Vas-y, Ced, vas-y. Ah, ben j'ai failli faire dans l'Historico Quiz une question là-dessus, mais à part Soyouz, j'avais Soyouz puis soya. Mais JP, t'avais une question? Non, mais petite question pour vous, c'est quoi la différence entre un cosmonaute et un astronaute? Les cosmonautes, c'est russe, puis astronaute, c'est américain. Bingo! Wow, Bingo! bravo. C'est pour ça qu'on dit cosmonaute. Oui. Combien, qu'est-ce que je gagne? Ben, tu gagnes une pièce de robot. Mon respect. 25 avril, c'est la chute de Saigon, la fin de la guerre du Vietnam. Les forces nord-vietnamiennes occupent la capitale sud-vietnamienne, qui engendra la fin de la guerre. Du 8 juin au 20 octobre, la mission spatiale vers Vénus et Mars, la sonde soviétique Venera 9 devient le premier engin à orbiter Vénus et les missions américaines martiennes avancent. Le 1er août, les signatures des accords d'Helsinki, un accord majeur pour la sécurité et les droits de l'homme en Europe, est signé à Helsinki. Le 15 août, il y a l'assassinat, je vais sûrement massacrer son nom, comme lui a été massacré, le cheikh Mujibur Rahman au Bangladesh. Le père de la nation du Bangladesh est tué lors d'un coup d'État militaire. Ah oui, okay. Le 6 novembre, il y a la marche verte au Sahara occidental. Environ 300 000 Marocains envahissent pacifiquement la zone du Sahara occidental sous l'ordre royal. Le 8 mars, l'assassinat du roi Faisal d'Arabie Saoudite. Le roi est tué par son neveu lors d'une réception au Koweït. Événement choc pour le monde arabe.
Ensuite, on poursuit avec la mort de la monarchie éthiopienne. L'instance militaire éthiopienne d'Erg abolit l'Empire, mettant fin à des milliers d'années de dynastie. Ensuite, il y a Bill Gates et Paul Allen qui fondent la société Microsoft à Albuquerque. Jeez, Albuquerque, Comment ça dit t'as quelque dit chose? ça? Albuquerque. Ouais, Albuquerque, ça dit quelque chose, ça, Moi, je Jeez? le sais. Ben oui, je sais. Hein? Say my name. Ouais, parce que Jay, ça écoutait à peu près 8 fois les 5-6 saisons Je aussi. suis rendu à 7 fois, mais là, je me suis vraiment calmé. Là. Breaking Bad. J'ai terminé là, de réécouter des émissions à pu finir. Là. Mais ouais, non, c'était. Ouais, ben, c'est pour ça que je le sais. Albuquerque, c'est au New Mexico, in United States of America. Yeah. On poursuit après ça avec, en septembre, il y a eu 2 tentatives d'assassinat sur le président Gerald Ford dans la même semaine à San Francisco. C'est quand même fou, hein? 2 fois dans la même semaine des tentatives de suicide. Ouais, pas de suicide, en ouais. fait, d'assassinat. Parce que, faudrait être pas, je pense, manquer son suicide 2 fois de suite. Mais bon, 2 tentatives d'assassinat contre Ford. Et finalement, en octobre, c'est le dernier cas naturel de variole qui est traité. Le dernier cas naturellement survenu et documenté au Bangladesh. Alors, c'est ce qui finit ces événements marquants de 1975. Alors, Gis, je me souviens plus si tu as de musique à mettre. Non, je pense pas. Non, absolument. C'est Too Bad It Is Yeah. Parle de la musique, je pense. Tout le temps. Non, mais c'est ça. Écoute, il y a eu pas mal des albums, bien sûr. Top 10 1975, là, selon le Billboard 200s. Bien sûr, on a le Greatest Hits de Elton John. On a aussi John Denver. Je ne sais pas, est-ce que ça vous dit quoi, ça, John Denver? De nom, oui. John Ça Denver, me dit non. vaguement de quoi? Oui, mais c'est ça, moi aussi. Ça me dit légèrement de quoi, mais je suis juste pas sûr. Sinon, il y a Jim Cross aussi. Écoute, c'est des gens de Chicago, ça, je connaissais un petit peu. Mais, mon Dieu, c'est vraiment plus Elton John, je te dirais, qui est vraiment dans les plus gros. Mais sinon, bien sûr, en 1975, on ramène ça un petit peu côté québécois. Bien sûr, Harmonium a sorti... si on avait besoin d'une 5e saison en 1975, puis un des plus grands succès de l'histoire du Québec en plus. Sinon, bien sûr, si on serait pas de... Moi, je serais pas là, si c'était pas de lui. Félix Leclerc, qui a sorti Le Tour de l'île en 1975. Ced Leclerc? Oui, Le Tour de l'île. Eh oui, bon, parfait. Belle histoire, mais c'est lui. Essaie de trouver une blague, quelque chose. Moi, Le je Tour voulais de faire l'île une de Montréal. histoire, le cute, en parlant de la famille, Ced. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, sinon, il y a aussi Beau Dommage, qui a sorti... qui a sorti en 74, pardon, leur album Beau Dommage, mais qui a eu vraiment pas une apogée, là, mais que ça a continué pendant plusieurs années. Donc, 75, ça a été vraiment là le moment que ça a vraiment ultra pogné. Sinon, Octobre, je ne sais pas si vous connaissez un peu les genres d'harmonium moins connus du Québec aussi. Ouais, un peu, ouais. Ben non, c'est ça. Mais c'est qui est venu avant novembre, ça, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Sinon, on a aussi René Martel, qui a sorti son album éponyme. Qui est? René Martel. René Martel. Hey, on recule, hein? C'est difficile de se souvenir René Non, Martel. j'ai-tu dit Martel? J'ai-tu dit René Martel 2-3 fois? Oui, non, excuse-moi, c'est René Simard. René Simard, oui. Oui, voilà. René Martel, c'est ça, ça a plus de logique, mais c'est... il est jeune, ça, là? Il est comme 8 ans, là? René Simard, oui, c'était dans le temps qu'il chantait les... Je connais... Oui, on l'avait chanté au primaire, ça. Hey, c'est très radiophonique en ce moment. Non, c'est les annonces du... les puddings Leclerc, les puddings Laura Secor. C'est les petits puddings Laura Secor. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui me fait me dire j'en veux encore? C'est les petits puddings Laura Secor. Voilà. Ça, je vais le couper. Clairement, c'était beaucoup trop long. Mais c'est ça. Donc voilà, c'est pas mal. Moi, je me fous de ta gueule. Tu conclus ça, donc je te dirais pas mal Elton John qui a trôné, puis côté Harmonium, je te dirais, c'est pas mal celui-là qui ont sorti en 1974, justement, l'album Harmonium qui a vécu tout de ça. Donc voilà ce qui faisait un peu le topo rapidement en 1975. Sinon, je passe la POC maintenant à JP. Bonjour. Parlons film. 1975... on recule et c'est pas du tout la même mentalité qu'aujourd'hui. Je parlais de ça justement avec Seth tout à l'heure, puis je me suis rendu compte que finalement, avec les années, on est en 2025, on est des personnes de 2025 qui parlent de 1975, et quand je regarde les films, je me rends compte qu'on est rendu coincé du cul.
si je peux dire comme ça, grosso modo. Il y a des films qui sont sortis qui sortiraient jamais aujourd'hui. Je parlais de La Louve des SS, qui est un film d'horreur complètement... Moi, j'ai pas apprécié. J'ai fait 15-20 minutes. J'ai pris le temps de l'écouter pour les besoins. Film très bizarre, très dérangeant, surtout que tu suis une louve SS. Écoute, ils ont sorti des films un peu sur le bord du porno. Tu sais, on en parlait, Super Vixen, si je peux dire ça comme ça. Film assez spécial. Je l'ai pas trouvé, bizarrement. Je l'ai pas trouvé sur des réseaux normaux. Je sais pas pourquoi. Okay. On est très proche du porno. Comme je vous dis, dans les années 70, c'était pas du tout la même mentalité qu'aujourd'hui. C'est Super Vixen, c'est ça. Très bizarre. Quand j'ai réussi à trouver juste... comment je pourrais dire ça? Tu sais, on est à l'époque où est-ce qu'un gars qui est plus avec sa blonde, puis finalement, il se promène un peu, puis il rencontre plein de femmes. Il n'y a pas vraiment d'histoire vite comme ça quand j'ai regardé. Bref, c'était plus proche du porno que d'autres choses. Mais il y a eu des grands films qui sont sortis, par contre. Des très grands films qui touchent encore aujourd'hui, ou que même, vous pensez même pas, La course à la mort de l'an 2000. Il y a eu un remake d'un début 2000-2010 qui était La course à la mort qui sort de là. Je trouvais ça intéressant. Des fois, il y a des idées qui sortent du passé qui sont refaites avec le goût du jour. Mais la course à la mort, c'est quand même un principe où est-ce qu'on fait courir des détenus entre eux autres jusqu'à temps que tu réussisses tant de courses, puis tu peux rester puis te rester en vie, ben t'es libéré. Fait que le principe est revenu, ces idées-là sont revenues un peu dans les années 2010 même. Fait il y a plein de films comme ça quand j'ai regardé. Le Rollerball, excusez-moi. Ça, c'est le fameux film, justement, que ça a mis le truc à la mode des roller derby ou quand même, là, c'est ça? Oui, c'est ça, on tombe là-dessus. Ouais, c'est un sport extrême qui est fait sur roller dans les années 75, qui a eu encore aujourd'hui, il y a eu un remake. JP, à Québec, y a-tu des roller derby ou quand même? Hey, s'il y en a, j'aimerais vraiment ça y aller. Je sais pas, je viens d'y penser, parce qu'à Montréal, j'étais allé 1 ou 2 fois, c'était assez intense, c'était contact, puis c'était vraiment cool, c'était en piste, puis ça tournait. Mais je trouvais ça cool quand même. Mais je sais pas, sais-tu si ça existe à Québec? Ben, écoute, on vient de se trouver une activité pour le mois de décembre. Parfait. Ben, je me dis, après la lutte, on s'en va voir le roller derby. Continue, JP. On continue. Très inspiré de la lutte. Hein, ben oui. Fait que, tu sais, j'ai vu une couple de films. Il y a un film que j'ai réussi... je vais en parler vite. Les 3 jours du Condor, que j'avais écouté il y a une dizaine d'années. Puis ça m'a permis, en parlant de 1975, de réécouter ce film-là que j'ai trouvé... Moi, j'aime ça, les films d'espionnage. Je sais pas pour vous, là, pas juste le type James Bond, là, mais les 3 jours du Gondor, c'est un trailer vraiment assez intéressant. Tu suis, je vais en parler vite tantôt, mais tu suis une cellule de la CIA. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça cool de réécouter ça. Bien sûr, il y a eu Les Dents de la Mer, le premier de Steven Spielberg. Qui est toujours un classique aujourd'hui, indémodable. Vous avez tous déjà écouté Les Dents de la Mer, je peux pas croire, là, de votre côté. Oui. Fut un temps, mais oui, absolument. Oui. Fut un temps, tu sais, un immense animatronics pour pouvoir faire le requin là-dedans. Il y avait du budget, ça s'était pratiquement jamais vu à l'époque. Très grand film. Puis, tu sais, c'est sorti en 1975. Mais 1976 aussi, on est limite, OK? C'est pour ça que je vais en parler. Ouais. Comme ça. Puis je garde un film que j'ai... 2 films, justement, Les 3 jours du Condor, puis un autre petit film que je vous garde pour tout à l'heure, justement, lors de ma chronique. Ced? Ben quoi? Hey, j'ai été vite, hein, pour une fois. Je t'ai condensé ça, hein? Non, mais c'est parfait. Ça serait maintenant la chronique de Jeez, non? On retourne à toi? Bon, mais c'est parfait. Écoutez. Tac. Ça n'a jamais été aussi vite, hein? C'est quoi qui arrive? On est rendu professionnel? On est rendu très, très professionnel. Comme dans le gouvernement, on fait des coupures. Oui, voilà. Ah ouais, coupe couillard. Ouais, non, c'est ça. Oui, donc c'est ça, 1975. Écoutez, moi, je vais juste parler un album qui est sorti, le 5e album, qui est l'album éponyme, donc bien sûr du même nom, de Jacques Dutronc. Ced, je sais que tu connais un peu, mais JP, est-ce que tu connais Jacques Dutronc? Non, à part rire. Quand tu as sorti ce nom-là, j'ai imaginé un homme tronc. Fait que je te le cacherai pas. Comme je disais, j'ai fait une blague que personne n'a ri, mais c'est un sujet très piquant. Oui, non, effectivement, c'est... Nexus.
Oui, non, effectivement. Mais non, c'est ça. Donc, bien sûr, Jacques Dutronc, moi, rapidement, pourquoi j'ai choisi Jacques Dutronc? C'est que plus jeune, par hasard, mon père avait ça, avait un CD best-of, dans le fond, de Jacques Dutronc. Puis il y avait une chanson qui était Il est 5 heures, Paris se lève, qui est une chanson extraordinaire que mon père aimait beaucoup, qui est vraiment dans le style vieillot français. C'est vraiment que ça sonne Paris, là, ça sonne très Paris, là, c'est français. Et j'ai été intéressé, j'ai commencé à écouter les autres chansons, puis j'ai vraiment été étonné de, OK, non, c'est plus dans le truc français, des fois c'est dans le rock, des fois dans le psychédélique un peu, des fois dans la pop, mais vraiment ultra catchy. Puis en est, j'étais comme, OK, c'est intéressant. Donc, plus jeune, j'ai vraiment écouté ça. Puis il y a plein de tunes, tu sais, l'opportuniste que j'aime beaucoup, côté parole, qui dit un peu, je suis de gauche, je suis de droite, je suis au milieu, je suis en bas, whatever. Je suis l'opportuniste. Moi, quand je change ma veste, je la prends quand ça va m'avantager, tu sais. Puis mais c'est raconter un peu de salut, je suis de gauche, de droite, en haut, en bas, je m'en fous. Donc, tu sais, un peu une nonchalance, mais je trouve qu'il est calculé dans ses paroles. Puis en année, j'étais comme même jeune. Je dis, attends, c'est des bonnes paroles, tu sais, j'essayais de comprendre. Puis j'ai beaucoup respecté. C'était un peu, comme Serge Gainsbourg, là, tu sais, dans sa discographie, c'est pas que le poinçonneur de Lila. Tu sais, il y a des tunes que c'est du reggae, d'autres que c'est du rock, d'autres, il y a une tune, c'est Parle pas en mal du semi-éclectique. poinçonneur de Lila. Ben non, Parle pas c'était en très mal. bon, non, c'est ça. C'est juste qu'à mettons ça rejoignait beaucoup mon père, alors que le reste, admettons, les trucs plus reggae ou quand même, c'est quelque chose qu'il aimait peut-être moins. Mais moi, j'aime le côté, OK, on fait de la musique. Moi, je trouve que Jacques Dutronc, comme Serge Gainsbourg, surtout côté musique, est allé dans du rock, dans plein de styles. Puis ça, ces groupes-là, les gens qui osent explorer plein de styles et non de se cambrer dans un seul style, j'aime beaucoup. Donc, bref, tout ça pour dire que pourquoi j'ai décidé de parler de ce groupe-là, c'est de Jacques Dutronc, c'est que justement, plus jeune, je l'aimais. Puis en 75, il a sorti son 5e album, dans le fond. Un album qui est excellent. C'est le 5e album, c'est pas... Parce que moi, j'ai pris plus dans les best-of. Donc, tu sais, c'est plein de chansons de plein d'albums et tout. Mais tu sais, il y a le Gentleman Cambrioleur qui est sorti dans cette chanson-là, qui justement, il parle d'Arsène Lupin. Puis j'aime bien ça. Puis comment il parle, puis un peu... Ou tu sais, une chanson qui n'est pas de cet album-là, mais qui parle « J'aime les filles ». Mais tu sais, il y a vraiment une voix « Ah, c'est lui? J'aime les filles ». Mais tu sais... Ah, c'est lui? Oui, tu sais, donc t'es comme... C'est dérangeant, mais c'est le fun. Tu sais, il y a un côté un peu nonchalant, puis j'aime bien quand même. Il est très... C'est les années 70. C'est comme Oui. je l'ai vu dans les films que j'ai écoutés. Je l'ai vu un peu dans... J'ai regardé plein de bonnes annonces de ces films-là pour se préparer à 75. Ouais. Puis effectivement, dans ce que tu dis, il y avait une essence des années 70. C'était moins coincé du cul qu'aujourd'hui, hein? Oh, oui, Moi, je trouve ça moins coincé du cul qu'aujourd'hui. Oui. Tu sais, j'aime les filles ou des choses comme ça. Ça se cache même pas. Puis on parle pas de la chanson J'aime les filles. Il y a absolument rien de... Il n'y a pas de viol, il y a rien de tel. C'est juste, il aime les filles, il les trouve belles. Et quand il regarde, il adore comment elles sont habillées. Tu sais, il y a de quoi où est-ce que aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment coincé du cul par rapport à ces années-là. Là. C'était le Flower Power, puis il y a eu tu sais, 1975, Ced en a parlé, c'était la fin de la guerre du Vietnam, il y a eu plein de trucs. Fait que, tu sais, quand on regarde avec nos yeux de contemporains, on comprend pas tout au complet, ou on peut se dire, ah non, c'est mal vu aujourd'hui, c'est mal vu parce qu'on est coincé du cul. C'est ce que je voulais dire. Non, ben c'est vrai, effectivement. Puis c'est ça que j'aime beaucoup dans les contrastes, admettons, de la musique très pop avec des paroles soit engagées, soit, souvent, il y a toujours tu vois qu'il y a pas des petits règlements de compte, mais je trouve que c'est juste des petits pitchages. Tu sais, il pourrait sacrer, non, il utilise juste une petite méthode. Donc, tu sais, j'aime... Il n'est pas ultra engagé, mais quand même, il y a un propos. Puis j'aime comment il le présente. Tu sais, il le présente vraiment de manière unique. Puis c'est ça, avant cet album-là, c'était plus de la musique dans les styles 60s et tout. Puis justement, c'est en 1966 qu'il a vraiment explosé avec « Et moi, la chanson. Donc ça a été vraiment un gros hit et tout. Avec J'aime les filles, les cactus. Puis, mais à cet album-là, en 75, il a décidé de faire un petit peu plus des trucs plus introspectifs, donc un peu moins 60s, tu sais, un peu, j'allais dire danse à gogo, mais tu sais, ça me fait rappeler un peu cette musique-là, un peu de Jacques Dutronc, là, très dansante, puis tout ça. Cactus, et tu peux le mettre en 2025, puis ça peut rester un hit, tu sais. Puis je trouve, qu'est-ce que j'aime beaucoup de Jacques Dutronc, comparativement à d'autres, admettons, artistes, c'est que c'est intemporel, tu sais. La qualité sonore est déjà là. Donc, quand tu écoutes les chansons, même en 2025, je me dis, tu pourrais vraiment, tu sais, avec les changements de style puis les retours de vieille musique qui redevient à la mode, tu lances ça présentement, puis c'est très présentable, tu sais. Donc, je trouve que
là-dessus, j'ai vraiment bien aimé. Puis ça a toujours été un peu, bon, mais il est tout seul, il est-tu avec une grosse équipe? Il a toujours été un peu, je sais pas, tu sais, j'ai bien aimé. Je trouve que, tu sais, on met toujours Jacques Brel, Brassens, Ferré, Ferrat en avant. Mais, tu sais, il y a quand même lui en arrière, puis tu sais, il y a son importance. Il a fait beaucoup de films aussi, ouais. Ouais, ben c'est ça, mais ça, je connais un peu moins, ça. Y a-tu fait beaucoup de films ou? Ben là, je suis sur sa page Wikipédia, là, puis ouais, une bonne trentaine de rôles dans des films, là. Ben, il a fait aussi un film sur Van Gogh, je pense qu'il devait faire le personnage qui a gagné des prix. Ah, il devait faire la personne qui a remporté des prix? C'est ça que tu me dis? Non, je veux dire, dans Van Gogh, il a joué Ok. Van Je croyais Gogh, qu'à, justement. mettons, un poste qu'il aurait pu avoir, ben Et il a failli jouer aussi, il a failli faire là, un personnage méchant, le dans personnage de Batman. René Belloc dans Les Aventuriers de l'Âge perdu. Ah ouais, ok. De George Lucas. Puis George Lucas, ça a l'air... Non, Steven Spielberg, Ouais, c'est qui ça. voyait en lui le premier acteur du monde et une véritable star. Ah, ben ouais. Attends, Spielberg a dit de Jacques Dutronc ça. Ouais, Mon Dieu. ouais. OK. Selon Wikipédia. Selon Alors, Wikipédia. Oui, c'est ça. Ouais. On espère que c'est vrai, mais mon Dieu, ça m'étonne. Mon Dieu, c'est un gros tremplin, ça. C'est un peu comme Arcade Fire, David Bowie, qui est en arrière d'eux en disant voici le meilleur groupe, allez les Ben, écouter. en fait, il l'a pas fait parce Ça qu'il avait pas l'aide. un assez bon anglais, mais il parlait pas assez bien anglais, mais... Prends des cours rendu là, maudit. Je sais pas. Ça, on en a déjà parlé, c'était les 30 Glorieuses, là, tu sais, les acteurs, les chanteurs Ouais. français là, étaient mis de l'avant, étaient partout. Même les Américains copiaient des musiques, la musique française là, pour faire C'est des gros hits. hallucinant, ça. Tout le monde l'oublie, les Français, dans ces années-là, Oui. c'était eux autres l'avant-garde au niveau de la culture, de la musique. Il y avait beaucoup de choses. Là. C'était pas les Oui. Américains. Il y avait beaucoup de choses que les Américains ont copiées Oui. de ce qui est sorti de la France pendant les 30 Glorieuses. Hein. Ah non, c'est ça. Puis en ce moment, on n'en voit pas de temps. Tu sais, la seule personne, puis même il n'est pas français, c'est Stromae, qui a pu aller au Madison Square Garden aux États-Unis, ce qui est complètement démentiel, alors qu'il n'y a aucune parole en anglais. C'est ça. C'est de quoi d'extraordinaire, mais en ce moment, ça se fait plus tant. Tu sais, à part lui, qui est belge, ça s'est pas vu, alors qu'avant, il y avait Edith Piaf aussi, que c'était une entité totale, puis tout ça, puis c'était respecté partout dans le monde, sa voix, malgré le fait qu'elle était très spéciale. Ouais, pas eu facile non plus, on le voit dans sa musique. Là. Non, effectivement. C'est pour ça que je trouve ça drôle quand on recule, mettons, là, on parle de 1975, c'est de retourner dans la vibe de l'époque. Tu fais, OK, c'est pas du tout la même chose, on est pendant la guerre froide. La musique est triste, est heureuse. Tu as différents styles qu'on retrouve encore aujourd'hui, tant au niveau de la musique, puis même d'un film. Que, tu sais, tout à l'heure, je vais parler quand ça va être au niveau de ma chronique. Non, j'ai vraiment apprécié sur le coup quand on a parlé de 1975. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je sais pas pour vous autres, là. Mais autant au niveau musique, quand j'ai regardé un peu, tu sais, là, tu m'arrives avec M. Dutronc, que je connaissais pas du tout, puis finalement, tu sais, que je connais. Je trouve ça vraiment le fun de voir un petit peu cette année-là sur un autre angle. Non, mais c'est ça. Donc voilà, je dis merci à Jacques Dutronc. Puis un autre truc fun aussi, tu sais, j'ai comme réécouté un peu pendant ce temps-là. Et en 2024, je crois, ou 2023, il a fait une tournée conjointe avec son fils. Donc c'était Dutronc et Dutronc en spectacle. Je trouvais ça le fun. Donc c'était vraiment, puis lui, je crois, de ce que je me souviens, il est plus guitariste, vraiment un peu tigane. Là, il est vraiment un excellent guitariste. Mais non, c'est ça, leur version live, c'était vraiment intéressant. Puis j'étais comme un petit côté familial. Je suis comme, donc, mais hot qui font la tournée père et fils. J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, non, j'ai toujours aimé. Puis, il a toujours été un peu en arrière de ma tête. Pas, j'ai toujours écouté Jacques Dutronc sans dire oui, c'est un excellent artiste. Puis, il faudrait que je l'écoute plus souvent. Puis, surtout écouter toute sa discographie parce que là, j'ai les best-of que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je serais intéressé d'écouter le reste. Vraiment, de prendre le temps d'écouter le reste avec cet album-là, justement, que j'ai plus le temps d'écouter. Donc, non, c'est ça. Puis, si à la maison, vous entendez pas, voyons, vous avez jamais entendu parler de Jacques Dutronc, prenez le temps. Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Si vous aimez un peu la pop, dans le pop rock, peu importe, dans ces eaux-là, vous allez être servi vraiment. C'est vraiment le fun. Il y a une belle recherche de son, de musique, de texte aussi. Ça a l'air simple. Puis, tu sais, il disait un truc, justement, il dit, oui, je raconte des bêtises, mais écoutez bien, parce que ce ne sont pas seulement des bêtises, t'sais. C'est vrai, parce que justement, je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et puis pour le capitalisme, car je suis opportuniste. Tu sais, c'est très rap un peu, mais c'est un peu dit un peu con-con, mais je trouve qu'il y a une intelligence là-dedans. Donc, c'est le fun. Tu sais, il n'est pas obligé d'écrire 8 pages de texte, il peut le réduire, puis que ça te fait quand même travailler dans OK, c'est quoi le sens qu'il voulait donner. Donc, voilà. Donc, Jacques Dutronc, qui a sorti son album éponyme en 1975. Donc, allez écouter ça sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, on va penser maintenant avec le magnifique Jingles
à JP. Alors, messieurs, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Parlons film, 1975. Si je vous dis 1975, pensez-vous à un film en particulier? Parce que ça a dû être un peu difficile, on recule quand même de loin, là. Là, rapidement, tu me dis 75. Je suis très bon dans les films 90, mais 75, rapidement, je pourrais pas dire un film... j'allais dire l'Odyssée de l'espace, c'est pas ça, hein? Non, Écoute, j'ai eu le même problème que toi. c'est Sur pas le facile, coup. hein? Ah non, c'est Ouais. pas facile, mais il y a eu des excellents films avec des très bons réalisateurs qu'on connaît encore. Vous avez parlé tout à l'heure de Steven Spielberg. Oui. En 1975, Les Dents de la Mer est sorti. Ah, ben oui. Tout le monde même si vous ne l'avez pas écouté, peu importe les générations, vous savez que ce film-là existe. Tu sais, grand film d'horreur. Puis j'en reviens là-dessus très, très rapidement parce qu'on en a parlé tout à l'heure, avec des animatronics, des captures d'écran, la musique. Tanan, Ouais. tanan, tanan, tanan. Ben ça fait tout le film. Vous Mhm. enlevez la musique, vous mettez n'importe quelle autre tune, vous n'aurez jamais le même film. 1975 m'a permis de regarder des choses que je revois aujourd'hui dans des films qui m'ont plu parce qu'il y a une même mécanique. OK? Il y a des mécaniques qui se sont créées dans des films, que ce soit autant d'horreur ou de drames ou de thrillers, que je revois encore aujourd'hui. Tu sais, je parlais vite des Dents de la Mer parce que comme je vous dis, c'est un classique, puis il fallait quand même qu'on en parle. Mais Ouais. j'ai vu d'autres films que c'est resté des classiques, puis je me souvenais plus pourquoi c'était des classiques, puis ça m'a permis de pouvoir vraiment prendre le temps d'écouter, prendre 2 heures de ma vie, puis de réécouter un film que je trouve absolument incroyable, qui est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Est-ce Ouais. que vous avez déjà vu ça ou entendu parler de ça? Je l'ai vu une fois, mais par contre, ça c'est drôle, juste la pochette, là, c'est, admettons, tu sais, les posters quand on était au HMV, où quand même il y avait ça. Donc, tu sais, l'image du vraiment avec Jack Nicholson, ça, je m'en souviens très bien. Je l'ai vu qu'une seule fois, par contre. OK. Mais oui, l'affiche est iconique. Toi, Sed? Oui, je l'ai vu, ouais, ça fait longtemps, là, quand j'étudiais en cinéma. Je l'ai vu après avoir mangé un vol au vent. Après, il était-tu bon ton Vol au vent? Vol au vent. Ah, c'était une joke, ça, Ced, ou c'est? Ouais. Ah, ok. Vol au vent. Vol au vent, nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Non, c'est pas. Mais écoute, je l'ai pas aidé, là. Tu sais, il n'y avait rien de lutte là-dedans. J'y ai pas donné de coup de main, là. Attendez, les amis, c'est là qu'on fait. Oh, il y a quelque chose de lutte. Oh! Et voilà. C'est quelque chose qui s'appelle en humour le timing. Oui, je sais. Parce qu'il faut que je pratique ça, mais j'entends pas les sons, donc on va l'avoir un jour. Okay. Tu sais, Vol au-dessus d'un nid de coucou, j'ai pris le temps de réécouter ça, puis il y a un truc qui m'a frappé, c'est de revoir des acteurs que j'ai suivis toute ma jeunesse avant d'être né, puis de les voir commencer dans leur début de là-dedans. Il y a Jack Nicholson qui est très, très jeune, on est en 1975. Ben oui. Il y a Danny DeVito. Ah oui! Il y a Danny DeVito là-dessus. Hey, j'ai pris 2 minutes. Tu sais, quand tu réécoutes un film, tu as vu des acteurs qui sont vieux, même quand j'étais jeune, ils étaient rendus vieux. Tu les vois quand ils sont jeunes. Hey, j'ai plissé des yeux. Là. Je fais, hey, c'est Danny DeVito. Et effectivement, il est très petit. Oui, c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il était plus grand, plus petit? Non. Quel rôle il jouait? Écoute, Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça se passe quand même dans un asile. Puis de voir Jack Nicholson, Danny DeVito qui sont jeunes, puis Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, c'est le doc dans Back to the Future. Oui. Puis même encore là, j'ai pris 2 minutes, je fais, hey, je me suis arrêté. Non, j'ai arrêté le film. Oui. Non de Zeus. Tu sais, de revoir là-dedans, ça m'a fait, OK, leur acting est toujours aussi bon. Tu sais, le Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça se passe dans un asile psychiatrique, parce qu'à cette époque-là, on avait le droit de dire asile psychiatrique, parce que mais là, maintenant, on tombe, je sais plus comment ça s'appelle, là, je parlais avec une amie derrière moi, elle avait sorti un nom long comme le bras, là, mais on est vraiment dans un asile, on est des années 75, on drogue le monde à coups de pilule, puis ça se cache même pas, puis quand ça marche pas, on l'envoie des chocs électriques au cerveau. Ça change un peu de 2025. C'est pas la même, comme on parlait tout à l'heure, c'est pas du tout la même sensation quand tu regardes ça. Donc, Jack Nicholson va interpréter un criminel, OK, McMurphy,
qui s'appelle dans le film. Donc, ça s'arrange pour se faire passer comme fou pour pouvoir aller à l'asile pour éviter d'aller en prison. C'est encore très d'actualité aujourd'hui. Mais il se rend compte, tu sais, en vivant, tu sais, c'est un homme sain d'esprit. J'ai pas dit que c'était une bonne personne. C'est un homme sain d'esprit qui se ramasse dans un asile avec des mondes vraiment fous. OK? Oui. Et tu vois, au début, il essaie de changer certaines choses. Il essaie de pouvoir apporter un petit peu... parce que c'est un être extrêmement exubérant, avec un humour... la face de Jack Nicholson, tout le monde... Tu sais, quand il te sourit là, avec ses yeux, tout le monde est capable de l'imaginer, ben ça change pas. Il essaie de vivre en implantant certaines choses qui sont lucides dans un monde qui sont pas lucides. Avec une infirmière en chef que... tu sais, bref, c'est une tyrante, puis qui traite mal certaines personnes ou quoi que ce soit. T'as les personnes, les aidants, les proches aidants, les aides-soignants, excusez-moi. Ouais. Le nom de l'époque, c'est les aides-soignants que, tu sais, tu vois au début du film une page blanche, lustrée, que tout est correct, comme si tout le monde voulait le bien de tout le monde, puis qui était là pour toi, ces aides-soignants-là, puis cette infirmière-là, puis ces docteurs-là. Ouais. Mais à travers les yeux d'une personne qui est saine d'esprit. Puis tu te rends compte que c'est pire que la prison. Et il est drogue, il manipule, ils choisissent quand est-ce qu'ils fument leur cigarette, admettons, qu'il va pouvoir... Ça a l'air de rien, mais juste dire quand est-ce que tu choisis des cigarettes, juste ça dans le film, ça va créer une tension puis une espèce de chaos qui va créer quelque chose. Tu suis un Jack Nicholson que lui, il est sain d'esprit, comme je vous disais, qui se promène entouré de malades mentales. Puis ce film-là, vous avez vu des scènes de ce film-là, même dans des dessins animés comme les Simpsons. Tu sais, les spéciales Halloween, là, quand tu vois le grand chef indien qui arrache l'abreuvoir pour pouvoir le lancer par la fenêtre, ça vient de ce film-là. Oui, mais je voulais savoir, dans le fond, est-ce que tu te souviens, je pense que c'est tiré d'une pièce de théâtre, hein, si je me souviens bien, un peu comme Le Dîner con, est-ce que c'est originalement une pièce de théâtre, je crois? C'est tiré d'un roman. À la base, c'est tiré d'un roman. Oui, il y a une adaptation en pièce de théâtre, tout à fait, mais ça commençait par un roman en 1962, OK? Fait par Ken Kesey, qui a créé directement cette histoire-là, cet univers-là, et qui a été adapté au théâtre par Broadway un an plus tard, en 1963. Donc, le roman et la pièce de théâtre datent par rapport au film qu'on parle de 1975, effectivement. Mais non, ça crée quand même une tollée parce que on voit comment ça se passe dans les asiles psychiatriques à cette époque-là. On voit qu'est-ce qui peut arriver quand on donne du pouvoir à certaines personnes aussi. Donc, si ça fait pas ton affaire, bon, on va t'envoyer des chocs électriques. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film-là, c'est de voir une personne saine qui se fait traiter comme un fou et qui devient fou. À force de coups de choc électrique. À force, oui. Tu sais, puis de pilules, puis de tout. Tu sais, McMurphy, là-dedans, c'est un peu un agent du chaos. C'est un petit peu un Joker dans Batman, là. Il n'y a rien à foutre là. Le monde, les aides-soignants, l'infirmière, puis les médecins se rendent bien compte qu'ils essaient de s'en sortir, mais correct, on va faire des tests dessus, mais ils le rendent fou. Puis c'est déjà arrivé, il y a une expérience scientifique là-dessus par des psychiatres qui ont envoyé 6 personnes qui étaient en bonne santé mentale, puis qui sont sorties de là complètement détruites. Puis ça date également de ces années-là, en passant. Hein. J'ai trouvé ça intéressant de regarder ce film-là, puis connaître un peu l'étude qu'il y a eu sur 6 personnes qui étaient stables mentalement, puis qui sont sorties de là complètement déchirées. Là, super de bon film, puis en plus, Jack Nicholson là-dedans, en tant qu'agent du chaos, sincèrement, là, il essaie, tu vois qu'il les apprécie quand même, parce qu'il les traite de tarés, il les traite de tous les noms, ça passerait plus aujourd'hui, mais il les aime, tu sais, il y a une fois où est-ce qu'il peut se sauver avec le grand chef, puis il arrive quelque chose, puis il coupe sur sa liberté pour pouvoir s'occuper de ces personnes-là qui sont en détresse, qui sont pris un peu dans cet asile-là avec des personnes aussi folles qu'elles, parce que tu regardes un petit peu les discussions entre les infirmiers, les aides-soignants, puis tu regardes les médecins aussi, puis il n'y a personne qui s'occupe de ces personnes, qui veut vraiment prendre soin de ces personnes-là. C'est plus, au départ, quand tu rentres dans l'asile avec Jack Nicholson, McMurphy, tu te dis, ça a l'air cool, tu sais, le monde sont bienveillants, puis tout, puis c'est pas du tout ça. C'est juste un vernis. Je trouvais ça super intéressant de regarder ça du point de vue autant d'une personne saine dans un asile que des personnes folles. Parce qu'il y en a des fous là-dedans.
Il y en a des vraiment fous. Il commence à devenir ami également avec le grand chef, qui est un personnage iconique du film, qui est sourd et muet, soi-disant. Puis tu te rends compte au fur et à mesure du film que non, il n'est pas sourd et muet. Il a juste décidé d'embarquer dans un carcan. Puis ça pousse dans le film vers la liberté parce que Jack Nicholson, McMurphy, là-dedans, interprète, c'est pour ça qu'il est considéré comme un peu un agent du chaos. Oui. Lui, il croit à la liberté. Il croit à la liberté de penser. Tu sais, t'es dans un asile, tu sais, puis même si t'es fou pour lui, t'as le droit à la liberté de penser. T'as le droit à la liberté de vivre, t'as le droit à ta liberté des mouvements, ce qu'il aurait totalement enlevé par manipulation ou par la force. Donc, super de bon film, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Un coucou, faut savoir une chose, pourquoi ce titre-là. Un coucou, c'est une personne folle. On n'utilise plus vraiment ce terme-là, mais quand je te dis t'es un coucou, c'est pas bon signe. Donc, de là, Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui a été refait en version française, là, ce terme-là, mais très super. C'est une comédie dramatique. Okay, c'est drôle. Il y a beaucoup de choses qui sont drôles dans ce film-là. Autant les interactions entre une personne saine d'esprit qui se fout de la gueule de l'infirmière en utilisant les fous pour créer un chaos. Le gars, il est brillant. Là. McMurphy, il est brillant. T'sais, il y a un bon jeu d'acteur là-dedans. Il s'amuse jusqu'à temps que l'asile commence à s'amuser avec lui. T'sais, il pense utiliser le système en entrant là, en se disant qu'il était fou pour éviter de faire de la prison, mais il se ramasse... Il se fait écraser par le système. La fin est tragique. Comme je dis, on la voit même dans les Simpsons ou des choses comme ça. Ça a été repris dans plusieurs choses. Mais excellent film. J'ai pris le temps, là. Je regrette pas. C'est un film de 2 heures. Okay. À cette époque-là, les films étaient plus lents au niveau de comment ça débutait, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive vers la fin. Donc, il y a un développement des personnages qui est typique des années 70, que j'adore, que j'ai bien apprécié. Donc, Vol au-dessus d'un nid de coucou, là, je vous le cacherai pas pour moi. C'est rare que je donne une note comme ça. Oui, c'est ça, j'allais dire, ta note, c'est quoi, là? Grosse note. Comme dirait Olivier Primo en dégustant une poutine, ça a été une grosse note. Ah, ça va être une grosse note, ça va être un 4.7. 4.7, ouais, OK, là, officiellement, je dis à tout le monde à la maison que c'est le plus haut score, 4.7. Pour Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc, à la maison, allez écouter ça. Vraiment, OK, cool. 4.7. C'est un super film. Jack Nicholson là-dedans, il est incroyable. Là. Puis, je pense que justement, on vient d'en parler. Je vais me trouver le livre parce que souvent, la différence entre les livres et la version cinématographique est souvent plus dérangeante. J'imagine que je vais peut-être trouver quelque chose là-dedans, mais la violence psychologique, tu sais, il présente ça comme une comédie, mais c'est dramatique. Il y a de la violence psychologique là-dedans, là. L'infirmière, la femme qui fait l'infirmière, méchante. est incroyable. Tu y vois sa face, elle est impassible. Peu importe les conneries que Jack Nicholson va faire à l'intérieur, puis qui va créer de quoi, là, qui va créer en tant qu'agent du chaos, qui va changer un petit peu la façon de penser des personnes qui sont dans l'asile. Ta voix impassible. Sincèrement, là, c'est une tyrante. Puis, elle est toujours présentée comme si elle était bienveillante. Il y a juste Jack Nicholson qui se rend compte que non, elle n'est pas bienveillante. Non, les médecins ne sont pas bienveillants. Non, les aides-soignants ne sont pas bienveillants non plus. Puis, ils sont achetables. Fait qu'il y a des petites parties d'humour là-dedans qui valent la peine. C'est un petit trésor 4.5, ça le mérite grandement. Et puis c'est fait par Miloš Forman, qui a fait aussi Amadeus, oui. Man on the Moon. Puis aussi fait le film, Jay, ça va dire quelque chose, L'As de pique. L'As de pique. Ouais, c'est ça qui pique ton cœur. Tu vas me dire, ouais, mais il est où le carreau? Il est où le carreau? Il est tombé sur le carreau. Il est où le carreau? C'est super de bon film. Puis, je sais pas si... Tu sais, on n'écoute pas tous les mêmes styles de films, mais est-ce que vous aimez ça, les films d'espionnage? Mais, tu sais, vraiment d'espionnage, pas à la James Bond, là. Mais est-ce que vous avez déjà vu des choses comme ça? Ou est-ce que vous avez une idée de film quand je vous dis film d'espionnage? Pas nécessairement par rapport à 1975. Peut-être un ou deux films, genre espionnage, admettons, soit allemand pendant la Deuxième Guerre ou des Russes, là, peut-être. Mais je ne pourrais pas dire un film précisément, non. En 1975, j'ai écouté un film qui date de 15 ans. Que j'ai écouté il y a 15 ans, excusez-moi, puis que j'ai réécouté pour pouvoir parler de ce podcast-là, puis j'ai été surpris, mais vraiment, là, c'était... Quand je suis retombé là-dessus, je fais « Hey, oui, j'ai écouté ce film-là il y a 15 ans. » Puis prendre le temps de réécouter ça, j'ai fait « Wow! » Les 3 jours du Condor, OK? Les 3 jours du Condor, c'est encore d'actualité parce que
quand j'ai réécouté, j'ai pas eu le temps de tout le terminer, mais je me souviens au complet de ce film-là. Ça parle d'une cellule de la CIA. OK? C'est encore d'actualité. Pourquoi je dis ça? Parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on se doute que ces cellules-là doivent encore exister, puis qu'ils prennent l'information. Donc, on suit une cellule de 7 personnes qui prennent de l'information par rapport aux textes d'un journaux international ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'ils décryptent des messages entre espions. Peu importe de où, que ce soit de la CIA, des Russes ou de l'Allemagne de l'Est à cette époque-là, parce qu'on est encore en 1975. Puis j'ai été content de revoir un acteur, puis ça faisait longtemps que je l'avais revu, puis il est encore d'actualité, il est toujours vivant aujourd'hui. OK? C'est Robert Redford. Robert Redford, on le revoit souvent maintenant parce qu'il est rendu, on le voit plus vraiment, excusez-moi, parce qu'il est rendu réalisateur et producteur, mais on le voit à l'époque où est-ce qu'il était dans le grand cinéma. C'est un bon film d'espionnage. C'est pas là où est-ce que vous allez avoir le plus d'action, mais les intrigues, tu suis une cellule de la CIA qui se fait exterminer, dans le vrai sens du terme. Puis il y a une personne sur 7 qui survit, OK? Puis tu suis pendant ces 3 jours-là. Tu te rends compte que cette cellule-là de la CIA avait trop d'informations. En ayant eu trop d'informations, elle se fait exterminer par son propre boss, qui est la CIA. Fait que tu suis un homme qui ne sait plus c'est qui ses amis d'en face, ses amis d'arrière ou ses amis d'enfance, qui peuvent être autant manipulés. Il y a une façon de faire que j'ai adoré, qu'on ne voit plus dans le cinéma aujourd'hui. Mais en 1975, comment le film est présenté, tu suis un homme qui a l'air ordinaire, qui travaille pour une cellule de la CIA comme si c'était un bon petit fonctionnaire, mais c'est pas du tout ça. Plus tu avances, plus tu te rends compte que, voyons, ce personnage-là, il a peut-être un petit peu trop de savoir-faire pour pouvoir survivre. Normalement, il est juste posé de lire puis décrypter des journaux, mais il a pas mal plus que ça. C'est bien ficelé. Un film de dimanche comme aujourd'hui, là, qui neige, là, vous n'avez pas grand-chose à faire. Même avec vos enfants, il n'y a pas de violence. Là. Il n'y a pas vraiment de violence. Oui, tu vas avoir un fusil ou deux, mais ils vont voir pire que ça aujourd'hui. Mais c'est bien fait. Puis en les 15 premières minutes, comment ils te présentent le film, tu es capable de tout comprendre. C'est bien fait, c'est bien vu. Tu vois les relations entre les personnages. Puis il y a toujours les vieux. Moi, c'est ça que j'ai adoré, justement, en réécoutant ça, un film de 1975. Il y a toujours les vieux clichés. Tu sais, avant que tu rentres dans la place, comme c'est une place de la CIA, t'as une secrétaire avec une cigarette dans la gueule puis un gun sur les genoux au cas où, tu sais. Ouais. Le beau cliché américain, ouais. Oui, non, mais il y a tout, c'est ça. Mais moi, ça m'a fait. Moi, j'ai aimé ça, à revoir tous ces vieux clichés-là. Ouais. Tu sais, les 3 jours du Condor, c'est un bon film à voir le dimanche, en après-midi. Tu sais, techniquement, à notre âge, on dirait que ça aurait passé à TQS. Là. On s'entend. Puis ce film-là, sur 5, tu lui donnes combien? Ah, j'y donne un 3.5. 3.5, OK. C'est moins bon que 4.7, mais 3.5, ça vaut... Ah non, mais là, c'est pas Vol au-dessus d'un nid de coucou. Non, ben non, ça c'est sûr. Là, c'est un gros chef-d'œuvre, là, ça c'est sûr. Puis tu peux me rappeler le nom du film, du deuxième film? Les 3 jours du Condor, parce que Condor, c'est son nom de code par rapport à la CIA, où est-ce que tu le suis là-dedans. Donc, tu suis les 3 jours une fois que la cellule de la CIA a été exterminée. C'est vraiment ça le terme. Non, c'est bien. C'est un bon petit film d'espionnage. C'est pas à la James Bond, là. Il se promènera pas avec un tank dans les rues ou quoi que ce soit. Ouais. C'est pas du tout dans ce style-là. Mais c'est un film d'espionnage bien ficelé. Puis cet acteur-là, Robert Redford, vous allez le revoir. Le nom doit sûrement absolument rien vous dire parce que maintenant, il est beaucoup plus âgé. Puis il est rendu surtout un réalisateur puis un producteur. Mais c'était un très bon acteur. Puis tu le suis. C'est un beau gosse, me semble, non? Oui, c'était un beau gosse. Oui, c'était un beau gosse, là. Puis il y a plein d'acteurs que ça se peut que vous connaissiez pas parce que là, maintenant, en 1975 à aujourd'hui, à 2025, ces personnes-là sont soit mortes, à la retraite, ou vous avez juste vu un film parce que vos parents écoutaient un de ces films-là puis qu'ils l'ont suivi. Ouais. C'est là que des fois, c'est un petit peu plus difficile de sortir des noms d'acteurs parce que pas les personnes qui peuvent nous écouter, je pense pas qu'ils ont l'âge de Robert Redford ou qui était né en 1975. Mais super de bon film, ça vaut la peine. C'est pas léger, c'est rester attentif parce qu'il y a des petites twists vraiment intéressants. Mais très bon film, non. 1975, j'ai vraiment apprécié que vous me proposez cette date-là. Là. J'ai revu des films, j'ai revu des acteurs avec lesquels que j'ai grandi, puis les revoir jeunes. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Bon, ben c'est parfait. Puis sinon, moi, je vais juste terminer rapidement avec, parce que tu t'as parlé justement vol au-dessus d'un nid de coucou. J'ai eu un flash. Oui. Il y a une émission à la télé avec Macha Grenon
une série télévisée de 3 ou 4 épisodes que j'ai écouté jeune et ça m'a traumatisé. Et je voulais juste prendre 2 secondes. Ça a été sorti en 97. Ça s'appelait The Sleep Room, le pavillon de l'oubli en version française. Puis ça a été fait dans le fond par la CBC, mais avec Macha Grenon. Et ça raconte ce qui s'est passé dans les années 50 et 60, des recherches qui ont été menées par le docteur Cameron, qui était directeur de l'Institut de l'Université de McGill, qui a fait en partie avec la CIA, bien sûr. Parce que si vous ne savez pas, la CIA, là, allez voir, il y a des pépites là-dedans, là. Et que la CIA a été dans tellement de merdier mondial, ça n'a pas de sens, et il en faisait partie à Montréal, avec des expériences de lavage de cerveau, bien sûr. Et pourquoi? Ça, c'était pour traiter, dans le fond, des tests pour traiter, dans le fond, la schizophrénie, pardon. Donc, la schizophrénie, donc... le LSD pour ça. Oui, c'est exactement ça. Mais ça, c'est, mettons, au pont Saint-Esprit en France, que la CIA ont participé. Mais ici, ils ont aussi participé à des trucs. Mais bref, tout ça pour dire que c'était des gens un peu comme dans le nid de coucou qui se sont fait... c'était vraiment lobotomisé totalement. Et je me souviens d'un certain moment vers la fin, elle recevait tellement de chocs vers la fin, Macha Grenon, qu'en année, elle avait un truc entre ses dents, justement, pour pas qu'elle serre. J'ai vu ça. Ça a été un des pires moments de ma vie. Là. Pour vrai, j'ai eu un traumatisme. Puis là, je viens de me ressouvenir. Tu sais, je me suis souvenu de... Désolé. Non, mais c'est correct. Mais juste pour vrai, je vais aller voir sur Internet. Puis si je le vois, je pourrais vous le donner. C'est dur à écouter, mais je pense que c'est important quand même parce que ça s'est passé à Montréal. Et moi, là, je me souviens, puis c'est peut-être pas si bien filmé. C'est un ancien... des anciennes... souvenirs que j'avais, mais il me semble que ça m'avait traumatisé du fait que justement, pourquoi cette personne-là reçoit des chocs, un peu comme dans le nid de coucou. Il s'est passé des trucs ignobles après la guerre, la Deuxième Guerre, puis aussi à Montréal, puis on a vu ça. Donc, si ça vous intéresse de lire là-dessus, c'est de Sleep Room, Sleep Room, qui est justement une émission à CBC. Donc, je ne sais pas si c'est disponible à quelque part, mais allez voir ça, Macha Grenon, c'est vraiment bizarre. C'est un peu comme au-dessus d'un nid de coucou, sauf qu'il n'y a aucun humour là-dedans. C'est très lourd, c'est difficile à voir, mais ça vaut la peine. Ced, are you ready, man? Are you ready? Il y a une petite musique avant la musique. All right. Et on start Beastie ça. Boys, quoi. Oui, c'est ça. Beastie Boys, le Beastie Boys Wish, disons. Let's go, on commence ça. Alors, c'est maintenant l'heure de l'Historico Quiz. 1975. On va tester vos buzzers. Alors, on va commencer avec celui de Jean-Christophe. Mbap. C'est le début de Mbap, dap, da, dou. Voilà. Les Hanson Brothers. JP, on teste ton buzzer. Oh! OK, différent. Une version modifiée de la porte qui s'ouvre. Oui. Alors, question numéro 1. Les anciens hauts responsables américains John N. Mitchell et Arch L. Adelman et John L. Ehrlichman. Oui. Le frère de Relich. Non, c'est quoi? Lich et Relich. Les liches puis Relich. Les clowns lesbiennes. On dirait du Falardeau, ça. Non, du Bruno Blanchet. C'est encore ouais, c'est ça. John Ehrlichman, qui sont reconnus coupables du cover-up de quel scandale? Est-ce que c'est A, le Watergate, B, Stargate, la porte des étoiles? Oh, à TQS? Ouais. Yes! Et à Z? Oui, Stargate, il y a eu le film, mouton noir. Il y a eu la série. Le mouton noir de la télé. C, le tailgate du Super Bowl, D, le Pizzagate, ou bien E, le Pizzagate. Oh! Les points sont ouverts. Oui, JP. Ben, moi, je pense qu'il y en a deux dans ceux-là que tu as dit qui existent. Un qui est pas mal plus coucou que l'autre. Fait que comme j'ai parlé de vol au-dessus d'un nid coucou, je vais dire le Pizzagate. Pizzagate, non, mauvaise réponse. Mais oui, c'est un scandale qui existe. Pas un scandale, mais théorie du complot, je crois. Oui, alors, par rapport à du satanisme, des pizzas puis des enfants. En tout cas, c'est un peu compliqué. Ouais. Je pense qu'il y a eu un meurtre avec ça, en tout cas comme ça. Alors, oui, Jean-Christophe. Je te dirais numéro 8, pizza toute garnie avec sauce Alfredo à la place des sauces spaghetti normales. Donc D. Un petit Pizzagate. Oui. Pizzagate. Un petit pizza penne qu'on appelle. Pizzagate, qui est le frère de Pizzagate. Non, droit de réplique. Réplique? Watergate.
Oui. Moi, je vais y aller avec le Watergate. Watergate, bonne réponse. Mais je préfère le Pizzagate pareil. Yes! Oh, Hein? nice. J'entends rien, moi, ouais, j'entends carrément. rien, mais ça donne du feeling pareil. Alors, Watergate qui avait été, scandale d'écoute avec Reagan, c'est ça? Oui. Non. Ouais. T'avais-tu une joke avec ça? Ah, c'est avec Nixon, non? T'as peu. Nixon, ouais. Alors, faites vos recherches pendant qu'on va demander au... Comment... C'est Nixon qui ouais. Nixon. Alors, 1-0 pour JP. Alors, question numéro 2, on poursuit avec quel est le titre du film de Sidney Lumet inspiré du roman d'Agatha Christie? Est-ce que c'est A, Le crime de l'Orient Express, B, Valérie Plante, La belle promesse de la ligne rose, C, panne sur la ligne verte, il y a de quoi être angry, non? En grignon, angry, non? Un petit peu plus court. Compagnie. Voilà. Je sais pas ce que ça donne, on fait des tests. C'est un laboratoire. Question D. Attention à tous les changeurs. Code 62 sur l'ensemble du réseau. Ou bien E. Via rail, un train nommé Désir. Les témoins sont ouverts. Oui, JP. Je vais dire le crime de l'Orléans Express. Je l'ai lu. Désolé. C'est pas trop. Tu l'as lu, mais mauvaise réponse parce que c'est pas le crime de l'Orléans Express. Excuse. Ton premier. L'Orléans Express. L'Orient Express. Orléans, ça, c'est la marque d'autobus, non? Ouais. Il n'y a pas Orléans. On est dans le lien avec les transports. Hein? Je suis encore, comment je pourrais dire ça, traumatisé du dernier chauffeur de l'Orléans Express que j'ai pris. Je suis désolé. Il roulait comme un... Sincèrement, le gars, il avait l'air de sortir du Liban, man. Il collait tout le monde, il envoyait chier les cops. Je m'en remets encore. Non, j'ai même réussi à me pogner avec. J'avais jamais fait le lien avec Orléans Express et Orléans, mais ouais, c'est ça. Fait L'Orient que, Express. Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Fait que la ligne rose, justement, qui était une belle promesse faite par Valérie Plante que j'ai jamais vu le jour. Le petit jeu de mots angry, être fâché lorsqu'il y a une panne de métro. Angry non, en grignon, ligne verte. Et si Ça, Montréal comprend bon. ouais, bravo. Mais je suis sûr qu'il y a du monde à la maison qui ont compris celle-là. Et code 62 aussi, ça c'est, je pense, si ils veulent faire du temps supplémentaire ou quelque chose comme ça. Tu sais, quand vous entendez, il y a tout le temps des codes et tout. Ouais. Moi, je vais voir à chaque fois c'est quoi la signification. Des fois, c'est quelqu'un, bon, c'est collé dans ses rails du train. Et d'autres fois, c'est juste temps supplémentaire. Ouais, parce que t'imagines le malaise, genre, pouvez-vous aller ramasser le corps qui est à la station en Grignon, s'il vous plaît? Communiquer. Ouais, d'accord. Et Via Rail, un train nommé Désir. En fait, un train nommé Désir, c'est le film d'Elia Kazan avec Marlon Brando. Où une scène quand même assez intense. Ouais, c'est ça. C'est si intense que ça. Là, Ouais, mais c'est une scène d'amour. Non, mais c'est une scène d'amour entre Marlon Brando et en fait le personnage et l'actrice. Puis l'actrice dit qu'elle a vu quasiment comme un viol, elle, en fait, là, un peu durant la scène. Là, en fait, durant il y avait comme un peu justement, comment dire, elle se débattait dans le film et que c'est ça. Elle a été vraiment marquée par ça. Ça l'a franchi à la réalité, c'est ça? Elle a senti que ça dépassait le cap de l'acting, c'est ça? Ouais, ben c'est que Mané, c'est un peu bizarre. Je pense qu'il prend du beurre comme lubrifiant. C'est un peu bizarre. Fait que... voyons, tout le monde utilise du beurre comme lubrifiant, c'est... Voyons, 2025, beurre, lubrifiant, voyons, c'est normal. Tout à fait. Fait que c'est ça. Mais là, juste être sûr, Marlon Brando, c'est bien Marlon Brando, hein? Ouais, ben de parrain, ouais. OK, c'est ça. C'est pas le fils. OK, c'est bon. Hein? Quel fils? Ben, Brando, c'est Orlando Brando. Il n'y a pas un fils, lui? Non, c'est Orlando Bloom, tu te mélanges pas, non? Oui, ça se peut. Écoute, c'est pas plus grave, on continue. Fait que c'est 2-0. 2-0 pour JP. Oui, question numéro 3. À qui doit-on la naissance de la musique punk? Est-ce que c'est A, les Sex Pistols, B, les Pistolets Roses, C, Guns N' Roses, D, ça, les gobelets sont de drôles de pistolets, ou bien E, le lutteur CM Punk? Oui. JP. Juste parce que le mot gun, Guns N' Roses. Guns N' Roses, non, mauvaise réponse. Gun, non, ok. Je vais l'avoir essayé. Mbap. Ah. Les Sex Pistols. Yep. Oui, bonne réponse. Il y avait les Pistolets Roses, en fait, je pense on était sur un
un thème de pistolet de fusil. Alors, Pistolet Rose est un groupe québécois. Si mes recherches sont bonnes, Oui, Guns N' absolument. Roses, on n'a pas besoin de les présenter. Et ça, les Gobelets, c'est une mission avec Marc Favreau, le personnage de Sol, et Gobelets qui était joué par un autre acteur dont j'ai oublié le nom. Ça, c'est exactement comme dans Brou. Hein? On se souvient toujours des 2 acteurs, mais jamais du troisième. Hein? Marc Messier, l'autre, puis Chose, là, celui qui est là depuis 25 ans. Là. Chose, c'est le meilleur. Chose numéro 3. Là. Ça, c'est comme un match de hockey avec les Canadiens à l'aveuglette. Ouais, à l'aveuglette. Le meilleur joueur. En haut ou en bas du corps. Le lutteur aussi, CM Punk, qui est un lutteur qui est encore là. Ça fait assez longtemps qu'il est là. Je pense que, il est en fin de carrière, mais il paraîtrait justement qu'il est assez, pas toujours facile à vivre, qu'il est un peu tendance à... JC, ton frère a quand même encore réussi à rentrer de la lutte. Ben, vous allez voir dans la prochaine question, il y a encore de la lutte aussi qui est intégrée dans les choix de réponse. Tout le temps de la lutte. Alors, c'est 2-1. On va y aller. Tous les chemins mènent à la lutte. Alors, question numéro 4. Quel célèbre boxeur s'affronte lors du Thriller in Manila? Le Thriller à Manille. OK. Est-ce que c'est Jake Paul contre Hulk Hogan? Est-ce que c'est Sugar Ray Robinson contre Michael Jackson? C. Mike Tyson contre Mad Dog Vachon? Ou bien D. Mohamed Ali contre Joe Frazier? Les témoins sont ouverts. Oui, JP. Mad Dog Vachon. Parce que Mad Dog Vachon, il est partout. Hein. C'était le meilleur. Mike Tyson contre Mad Dog Vachon. Non, mauvaise réponse. B. B. Sugar Ray Robinson contre Michael Jackson. Yeah. Non, mauvaise réponse. Okay. Alors, il reste Jake Paul contre Hulk Hogan. Bien Mohamed Ali contre Joe Frazier. Quel célèbre boxeur s'affronte lors du Thriller in Manila? Moi, je vais dire Mohamed Ali. Bonne réponse, Mohamed Ali contre Joe Frazier. Ça donnait quoi, ça, pour le fun? Je suis curieux. C'est Mohamed Ali qui a gagné. C'était un match qui avait lieu à Manille. Ça, c'est où encore? C'est en Indonésie ou je ne sais plus où. À Philippines. Manille, c'est en Philippines. Comme ça. Oui. Philippines. Oui. C'est un match, je pense, qu'il y avait eu là-bas. Plus c'est pour ça que j'ai rajouté Michael Jackson, parce qu'il y avait Thriller. Vous avez vu, j'ai improvisé à la dernière seconde. C'est bon, ça. Question numéro 5. Et là, ça, c'est une première. Oh. Et peut-être une dernière. Oh. Les choix de réponse vont être chantés ici. Alors, quelle chanson? Puis il va falloir en plus que pendant ce temps-là, j'écoute la chanson puis je vais chanter par-dessus. Il y en a une parce que je connais pas assez les paroles. C'est combien là? C'est 3-1 pour JP, je crois? Oui. Quelle chanson contenant le mot Beautiful a été interprétée par Joe Cocker? Est-ce que c'est A? Donnez-moi 2 petites secondes que je mette ma musique, que j'entende pour faire du playback. On va couper ça au montage. Ça va être bien organique. You are so beautiful. OK. Ouais. To Toute me. la danse là. Ah, mais là, il y a du piano, vous ne l'avez pas entendu, mais c'est ça. Ben non, effectivement, alors, on l'entend pas. You are so beautiful to me. B. You are so... Non, you T'es-tu en train de voler ma job de faire du karaoké, ça? Attendez. You are beautiful no matter what they say. Worry me. Ou bien C. Oui. Beautiful. I just want you to know you're my favorite girl. D. Tabarnouche. Ça va être ça. The beautiful people, the beautiful people. Ça, c'est déjà mieux, c'est plus accurate. Ou bien E. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful thing that I've got. Là. Mais tu faussais pas au moins. Les témoins sont ouverts. Quelle chanson contenant le mot beautiful a été interprétée par Joe Cocker? Oui. A beautiful people, a beautiful people. Beautiful people, non. Chanson chantée par Marilyn Manson. Mauvaise réponse. Je dis A. A? Oui. You are so beautiful. Il faut attendre 10 secondes. Piano, 3, 4, 5, 8, 9, 10. To me. Eh oui, c'est la bonne réponse. Chanson. Yes. S'appelle You Are So Beautiful de Joe Cocker. You are beautiful no matter what they say. Ça, c'est Christina Aguilera. Oui, très belle chanson. Ouais. L'autre chanson que vous n'avez peut-être pas reconnue, là, Beautiful, I want just you to know you're my favorite girl. Ça vous dit quelque chose? Maintenant.
Non. Snoop Dogg et Pharrell Williams, là. Ah, OK, ben c'est William qui chante ça, c'est pas Snoop Dogg. Ben, les deux. Alors, les j'imagine deux, chanter ça. Beautiful People, c'est la chanson de Marilyn Manson. Et Ouais. Please Stay, I Want You, I Need Another Beautiful Thing I've Got. It's Beautiful Thing de Benson Boone. Benson Boone, ben oui. J'aime bien lui quand même, je trouve qu'il fait de la pas pire musique. Alors, c'est ce qui conclut cet historical quiz de l'année 1975 avec un score de 3-2. Un match quand même relativement serré. Une belle remontée de Jean-Christophe qui finit avec 2 points et JP avec 3 points. Oh, bravo, La JP. foule est en délire. Yes. La foule est en délire. La foule est en délire. Ben écoutez, c'est ce qui met fin. Ce nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres spécial 1975. Comme à l'habitude, j'aimerais ça remercier mes collaborateurs Ced The Red ainsi que JP. Toujours un plaisir de travailler avec vous, mes chers amis. Donc, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On n'est pas partout, mais mon frère s'occupe très bientôt au moins d'un Facebook et d'un TikTok qui m'a dit. Donc, voilà. Sinon, il y a du challenge. Abonnez-vous à notre Patreon aussi, oui, qui n'existe toujours pas, mais Patreon, abonnez-vous quand même. sinon, on est disponible partout, hein, Deezer, Spotify, toutes les places qui ne payent pas. On est toutes là. Donc, voilà, je vous remercie infiniment, JP et Ced The Red, puis on se revoit très bientôt à la maison pour un prochain épisode d'un podcast parmi tant d'autres.